Insécurité dans la ville-province de Kinshasa, enlèvement à gauche, tuerie à droite, des plaintes déposées même dans des commissariats. Mais malgré tout ça, le ministre de l'Intérieur a nié ces faits. Selon lui, ce sont des rumeurs infondées. Ce sont des gens qui fomentent des coups pour rançonner à gauche et à droite. C'est la réaction du ministre de l'Intérieur ainsi que des autorités de la police de la ville-province de Kinshasa. Nous reviendrons aussi, fidèles téléspectateurs, sur la grève des transporteurs, toujours dans la ville de Kinshasa. Quelles conséquences sur le fonctionnement de l'administration quand on sait que, du moment où il y a la grève, les gens ne savent plus se déplacer, l'État congolais n'a pas cette capacité d'assurer la mobilité des Congolais quand on sait qu'il n'y a pas assez de bus Transco pouvant transporter les fonctionnaires vers les lieux de leur travail. Flambée des prix de ces transports, des motos à gauche et à droite, surtout que les prix des motos ne sont pas réglementés. Et même les bus qui sont réglementés, il y a un arrêté du gouverneur en place, mais cet arrêté souffre d'application jusqu'à ce jour. Nous reviendrons aussi sur la thématique majeure d'actualité. Il s'agit bien de la révision ou du changement constitutionnel. Et là-dessus, nous aurons un avis technique de maître Enoch Manoka, qui est le nôtre aujourd'hui pour la première fois sur CML13 chez vous. Bienvenue, maître. Merci, M. Jonas, pour l'invitation. Je tiens à louer d'abord le travail du DG de ces cadres. Malgré certaines péripéties antidémocratiques dont vous étiez victime, je salue tous les compatriotes qui nous suivent de part et d'autre. Vous savez que la République démocratique du Congo est grande. Elle exige de nous la grandeur et chaque fois nous devions, en tant que compatriotes, apporter notre plus-value sur les questions qui concernent notre pays. Merci beaucoup, maître Enoch Manoka. Je vous en prie. Maître, la première question, je voudrais que vous puissiez vous présenter, que ceux qui ne vous connaissent pas vous connaissent davantage et au moins une idée sur vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Dans 2 minutes. Voilà, ma question. Maître Enoch Manoka est un Congolais, acteur politique, mouvement citoyen, nouveau praticien. Nous sommes dans cette dynamique-là de pouvoir impulser le changement de la classe politique dans notre pays parce que nous avons compris que la République démocratique du Congo, au-delà de tous les mots que nous avons, les premiers mots, c'est que c'est la classe politique actuelle qui constitue le mal du Congo. Et donc nous sommes de cette génération qui pense qu'il faudrait, à ce stade, apporter des mécanismes qui pourront permettre à la jeunesse congolaise de participer activement à l'action patriotique en apportant sa donne. Parce qu'il vous souviendra que la classe politique actuelle est constituée en grande partie des anciens rebelles. Ceux qui ont pris les armes. Les anciens rebelles. Exactement. Ceux qui ont d'une certaine façon dégradé la paix de notre pays. Et qui aujourd'hui donnent la posture d'être des grands acteurs politiques du pays. Alors nous sommes dans la dynamique d'échanger. Changer le Congo commence également par le changement d'hommes. Quel homme politique avons-nous au Congo? C'est un homme qui n'a pas de conviction politique. Au Congo, nous n'avons pas d'acteurs politiques qui se battent pour leurs convictions. Jadis, on peut être à l'Union sacrée, disons au PPRD. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Union sacrée, sans pour autant avoir des raisons évidentes qui tiennent à ce qu'on puisse faire ces changements-là. Donc, M. Enoch Manoka, de façon brève, c'est un acteur politique passionné de la République démocratique du Congo. Monsieur Enoch Manoka, merci pour cette brève présentation, mais il se pose un problème sur un fait que vous avez relevé tout de suite. Ouais. Il s'agit de cette composition, de cette présence accrue des acteurs majoritairement, selon vous, anciens rebelles, qui gèrent qui sont des figures aussi emblématiques dans cette classe politique. Selon vous, ces gens-là méritent un repos, c'est-à-dire une mise à l'écart, ou ils doivent continuer, puisqu'ils ont quitté les groupes armés, à servir les pays? Vous savez, le problème, c'est que à un certain moment dans l'histoire d'un pays, il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde d'abord le passé. Nous avons des acteurs politiques qui n'ont pas de convictions politiques, qui n'ont pas de visions politiques. C'est comme ça que le Congo stagne jusqu'à présent. Est-ce que devions-nous nous arrêter pour mettre tous ces gens-là dehors? Je pense que oui. Parce que pour nous, la nouvelle génération n'est pas question d'âge. La nouvelle génération est question de philosophie politique nouvelle. Tous ceux qui voient le Congo de la même manière que nous font partie de la nouvelle génération. Okay. Ceux et celles également qui ont jadis fait partie de rébellion et qui pourront se transformer dans le sens d'œuvrer pour l'intérêt général peuvent rester.
Mais le problème, c'est que ces acteurs politiques ont pérennisé une praxis politicienne mauvaise. La corruption qui bat son plein, les tribalismes. Et tous ces mots aujourd'hui font reculer notre pays du jour au lendemain. Alors, vous verrez des gens, hier avec Kabila, aujourd'hui avec Tshisekedi, demain ils pourront certainement être avec un autre chef d'État. Mais en réalité, ils n'apportent pas des donnes nouvelles. Ils ne ramènent que les mêmes pratiques anciennes que nous décrions. Aujourd'hui, vous ne serez pas surpris demain de voir un Tshisekediste se comporter contrairement à ce qu'il est en train de défendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conviction en politique dans notre pays. Les gens font la politique peut-être par amitié, peut-être parce qu'ils pensent qu'en politique, on aura l'argent facilement. Et c'est comme ça que le pays aujourd'hui ne parvient pas à décoller. Il faudra le changement d'homme. Mais également, il faut une prise de conscience collective. Parce que ces acteurs politiques ne viennent pas de nulle part. Ce sont nous qui sommes exactement de la population qui soutenons ces gens. Alors, il faudrait déjà à ce stade que la population comprenne qu'il ne faut pas qu'on puisse, lorsque l'élection va s'organiser, élire encore ces gens qui ne travaillent pas pour le compte de la population, qui ne travaillent non plus pour le compte du pays. Ils ne sont là que pour le compte de leur famille, pour le compte de leur famille politique également. Vous verrez les enfants des acteurs politiques de ces pays être en Europe. Alors que nous qui sommes ici, nous décrivons le même problème, mais qui n'ont pas de solutions. Au Congo, en réalité, tout ce que nous parlons aujourd'hui ont été dit hier. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la volonté d'apporter le changement. Merci beaucoup. Prenons maintenant le tout premier sujet de l'insécurité. Maître, quand vous suivez un ministre de l'Intérieur dire qu'il n'y a pas d'enlèvement à Kinshasa et que ce sont des cas similaires, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas non plus d'insécurité. Et de l'autre côté, il y a des dénonciations sur les réseaux sociaux partout, des gens qui dénoncent ces faits que leurs frères et sœurs sont enlevés. Et puis, les familles se font rançonner avec des montants exorbitants de la part de ceux qui n'ont peur. Quand vous apprenez à gauche et à droite des shops qui sont braqués, et puis les photos de ces braqueurs-là circulent sur les réseaux sociaux, aucun n'est inquiété par les forces de l'ordre. Comment apercevez-vous cette situation inquiétante? Devrions-nous aujourd'hui faire confiance au Conseil des ministres qui a invalidé ces requêtes, c'est-à-dire ces dénonciations, ou devrions-nous croire à la population qui dit qu'il y a insécurité? Merci de la question. Je pense qu'il faudrait partir d'un constat. Ici, nous constatons que les dirigeants de notre pays sont en parfaite contradiction avec les aspirations de la population. Nous parlons de l'insécurité qui est un fait. Vous vivez à Kinshasa, vous connaissez qu'il y a de braquages, il y a de Kuluna qui prennent de l'ascension sur les autorités du pays qui sont censées nous ramener la sécurité. Vous avez un ministre de l'Intérieur censé réguler la sécurité au niveau intérieur de notre pays qui vous dit que tous les faits relevés au niveau de la société ayant trait à l'insécurité sont des rumeurs. Alors que vous et moi avons vu des victimes, on a vu une fille vers Matete qui était violée. Violée, oui. Au courant d'une journée, qui est décédée, alors que le ministre de l'Intérieur vous dit que ce sont des rumeurs. Dans un état sérieux, lorsque les faits contredisent un avis d'une autorité et que cette autorité se retrouve devant une évidence, elle doit en principe démissionner. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que depuis que le chef de l'État est au pouvoir, la sûreté intérieure, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, n'est géré que par l'UDPS. Vous avez connu Kankonde, on a connu plusieurs ministres de l'Intérieur qui font partie exactement Asselo, tout ce qui va avec. Mais l'UDPS n'a jamais, par l'entremise de ses affidés qui parviennent à atteindre le pouvoir, régulé la question de l'insécurité, ne serait-ce qu'à Kinshasa. C'est une première dans l'histoire de notre pays de constater. Donc, si l'UDPS aujourd'hui est incapable de réguler la sécurité uniquement à Kinshasa, qui est l'une des villes, donc l'une des provinces de la République démocratique du Congo, peut-elle aujourd'hui être capable de réguler la sécurité sur toute l'étendue du territoire national? La sécurité est un domaine qui tient tous les autres domaines de la société en état. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, on ne saura pas, vous et moi, tenir l'émission ici. On ne saura pas travailler, on ne saura pas vaguer ça et là. Lorsque un pouvoir en place est dans l'incapacité de sécuriser sa population, c'est une preuve certaine que ce pouvoir a échoué. Donc ici, on n'a même pas à débattre sur les bilans du chef de l'État. Sur tout ce qui est fait, on a une preuve que nous avons un pouvoir qui ne parvient pas, ne serait-ce qu'à réguler la sécurité au niveau de la capitale. À chaque fois qu'on parle de l'insécurité aujourd'hui dans ce pays, vous verrez des gouvernants aller négocier avec les criminels d'État.
On a négocié avec la FCM 23. On est parti également négocier avec les Mobondo. Je suis tenté de croire que demain, on va négocier avec les Koulouna et tous ces miliciens. Et disons, comment ça on peut négocier avec les Koulouna? Mais parce que c'est la seule stratégie de régulation de l'insécurité dans notre pays. Chaque fois que les gens créent l'insécurité, les pouvoirs se disent, ben, allons-y parler avec donc ces le gens, monopole de puissance qu'on reconnaît à l'État est aujourd'hui réduit en rien. Actuellement, notre pays a le monopole de l'impuissance face à tout le problème d'ordre sécurité. Parce qu'on ne parvient pas, par un coup de force, à réguler la sécurité dans notre pays. On a créé les phénomènes, disons, l'opération Dobo, l'opération Zéro Koulouna, qui n'ont ramené aucune solution sur le plan pragmatique par rapport à l'insécurité. Et moi, je demanderais à M. Jacquemain Chabani, il a une opportunité de démissionner carrément. Parce que la grandeur en politique, c'est également lorsqu'on reconnaît sa faiblesse et qu'on parvient à laisser lorsqu'on n'est pas à la hauteur. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a pas la culture de la démission, la culture patriotique de reconnaître qu'on n'est pas à la hauteur. On n'a pas des sécurocrates aujourd'hui, que je peux dire, à l'UDPS, je suis tenté de le dire, des sécurocrates aujourd'hui qui peuvent nous ramener des politiques publiques sérieuses par rapport à l'insécurité au niveau intérieur de notre pays. On est en train de tourner en rond, on est en train de nous parler du changement de la Constitution, alors qu'il y a des choses à changer qu'on ne parvient pas à changer. Au niveau du social de la population, on n'a rien changé. Au niveau de l'insécurité, tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont ramené pire que ce qu'ils avaient trouvé. Donc, quelle évaluation faites-vous aujourd'hui sur les taux d'insécurité, rien que dans la ville de Kinshasa, à partir de 2018 jusqu'à ce jour? Y a-t-il eu augmentation ou il y a eu baisse ou il y a eu stagnation? Mais lorsque Jacquemain Chabani vous dit qu'au niveau de la Tchangou, il y a absence de l'autorité de l'État, c'est déjà une preuve que ils ont échoué lamentablement. Comment expliquer qu'un district d'une capitale d'un pays puisse vivre à l'absence de l'autorité de l'État? Est-ce que vous comprenez? C'est un ministre qui le dit. C'est le ministre chargé de la sécurité du pays qui vous dit qu'il y a absence de l'autorité de l'État. C'est comme nous qui vivons à Tchangou, on n'a pas de l'autorité. Nous sommes dans une sorte de jungle. Ouais. Personne ne peut réguler la sécurité, réguler la circulation là-bas parce qu'il n'y a pas d'autorité. Est-ce que là-bas, il y a aussi la M23? Non. Peut-être qu'il y a le M22, parce qu'ici, on nous dit qu'il n'y a pas d'autorité à Tchangou. Je suis dans le regret de constater que nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer. Si en 2028, il y avait les taux, par exemple, de 50% de l'insécurité à Kinshasa, actuellement, nous avons atteint 120% d'insécurité sur 100. Parce que je peux dire, tous les signaux sont clairs que les pouvoirs en place ne parviennent pas à réguler la sécurité. Et cela nous pousse à croire aujourd'hui que nous risquons d'aller dans une sorte d'Haïti. Mais bien sûr, où les Koulouna font la loi. Vous pensez qu'à Tchangou, mieux vaut rencontrer un Koulouna qu'un policier? Les Koulouna font percevoir les taxes aux gens. Vous ne passez pas une avenue. Vous préférez rencontrer un Koulouna qu'un policier? Mais parce que le policier, et la police et les Koulouna font le policier vous arrête. Non seulement qu'ils vous arrêtent, ils vous dépouillent de tout. Et puis, vous arrêtent parce que vous avez commis l'infraction. Non, parce que vous marchez la nuit et pas parce que vous cheveux. C'est ce qui se passe à Tchangou. Lorsqu'ils vous arrêtent, ils vous dépouillent de tout. Et en même temps, le membre de la famille doit venir payer encore une amende que lui-même va percevoir et manger. Pour sortir de là. Alors que le Koulouna, lorsqu'il vous croisez un Koulouna, vous pouvez carrément lui remettre 10 000 francs. Vous négociez. Exactement. Avec les policiers, on ne négocie pas. Donc, un État qui insécurise sa propre population. Un État qui ne parvient pas à nous donner ce qui nous revient des droits. Si nous avons des taxes à payer et des impôts, l'État a le devoir de nous sécuriser. Et lorsque l'État ne parvient pas à le faire, c'est un État défaillant. Et nous, en droit, on dit, il y a un mécanisme par lequel un État peut disparaître. Lesquels? Lorsque l'État ne parvient pas à remplir ses missions régaliennes, entre autres, assurer la sécurité de la population, cet État disparaît par déliquescence. Faute d'avoir rempli ses devoirs. Donc, moi, je suis tenté de dire aujourd'hui que nous vivons dans un territoire à la recherche d'un État. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui... Nous ne sommes pas un État? Nous sommes un territoire qui recherche un État. Nous ne sommes pas un État donc? Je suis en train de vous dire, actuellement, au vu de l'insécurité que nous vivons ici à Kinshasa, déjà qu'on a reconnu que nous, à Tchangou, on n'a pas d'autorité, donc nous sommes dans un territoire qui recherche l'État. Pourquoi? Parce que si on avait l'État, on ne serait pas en insécurité. Si on avait l'État, on n'allait pas aujourd'hui violer nos sœurs, alors que vous avez des autorités qui ne reconnaissent pas ça. Si on avait un État, on n'aurait pas des gens qui sont tués au cours de la journée. Maître, s'il vous plaît, je vais vous poser des petites questions. Je vous en prie. Sommes-nous en voie de disparition? Ça, c'est de 1. De 2, lorsqu'un ministre censé réguler la sécurité des personnes et de leurs biens vous dit que dans tel coin du pays, il y a absence
de l'autorité de l'État alors qu'il n'y a pas de gens, qu'il n'y a pas là de rebelles qui tiennent des armes, peut-on dire aujourd'hui que le gouvernement congolais n'est pas à mesure de doter l'État, de doter la police, ou qu'est-ce qui manque à ces jours pour donner à la police les forces qu'il lui faut afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens? La réponse est simple. Le gouvernement a démissionné de sa mission de pouvoir nous sécuriser. Lorsqu'on vient de la gouvernance, on ne vient pas apprendre comment réguler les problèmes en étant de la gestion. Il faut avoir observé une crise, avoir un programme politique bien assis pour prétendre gérer un pays. Et lorsque l'UDPS est parvenu au pouvoir, elle avait la prétention d'avoir fait plusieurs années à l'opposition, avoir maîtrisé tous les secteurs de la vie de notre pays et avoir des solutions concrètes par rapport à ces problèmes. Alors aujourd'hui, lorsque l'UDPS est au pouvoir et qu'elle est en train d'essayer des solutions pour régler les problèmes du Congo, alors là, c'est un échec. Donc il y avait une préparation. Exactement. La preuve certaine, c'est que lorsque eux-mêmes reconnaissent le fait qu'il n'y a pas un État dans une partie de la capitale de notre pays, c'est une preuve qu'ils ne sont pas en train de nous diriger. Parce que comment un dirigeant peut reconnaître qu'il est absent là où la population s'y trouve? C'est comme si nous, à Tchang, pire encore dans la capitale. Exactement, nous, on n'est pas dirigé. Lorsque Jacquemaine vous dit, il n'y a pas l'autorité de l'État, donc il est absent à Tchang. Donc à Tchang, où il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de gouverneur. Nous vivons entre nous à la jungle où le plus fort peut dominer le plus faible. Alors, ici, je crois que nous sommes en train de descendre aux enfers. Descendre aux enfers, pourquoi? Parce qu'à la capitale, il y a l'insécurité, à l'est, il y a l'insécurité, mais la fausserie au Grand Bandundu, au Congo central, où pratiquement il n'y a pas toutes les institutions du pays en place. Aujourd'hui, je suis tenté également de conclure en disant que l'échec de Jacquemaine Chabani, c'est l'échec du chef de l'État. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes sans un mauvais chef. Si on n'a pas de gens qui parviennent à bien gérer les secteurs qui leur sont respectivement attribués, on doit, au-delà du fait de déceler leur incompétence, dire également que le chef, lui également, a un problème. Parce que c'est au chef de choisir des gens qui sont compétents. Et c'est sur base de son programme que ces gens-là viennent gérer le pays. Et lorsque ces gens débarquent au pouvoir en échouant dans un secteur par rapport à la gestion, donc ces gens-là, non seulement qu'ils échouent eux-mêmes, les chefs également a échoué. Et lorsque vous échouez au niveau de la sécurité, donc vous avez échoué les mandats. Parce que la sécurité tient tous les autres domaines en état. Et aujourd'hui, lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir en 2028, on n'avait pas la FCM 23 à l'est du pays. On ne parlait pas aujourd'hui les langages qu'on parle sur la sécurité, même au niveau de la capitale. Aucun territoire n'était entre les mains des exactement, rebelles. comme tous les signaux sont au rouge. Donc il y a un échec patent. Et c'est comme ça que moi je crois que le chef de l'État peut, dans les 2 ans qui lui restent, rattraper les erreurs du passé et puis laisser le pouvoir lorsqu'il y aura l'élection en 2028. Parce que pour nous, nous savons qu'en 2028, coûte que coûte, il y aura élection. Alors, maître, qu'est-ce qui peut être aujourd'hui à la base de ces blocages? Pourquoi le chef de l'État ne sanctionne-t-il pas les ministres réputés incompétents? Et est-ce que lui-même prend le temps aussi d'évaluer les personnes à qui il a attribué mandat? Voilà. Le problème, c'est que moi, j'aimerais qu'on pose d'abord le principe. C'est quoi les principes? Le principe, c'est qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes sans un mauvais chef. C'est un principe. Ça, vous l'avez dit. Alors, lorsque vous dites que qu'est-ce qui fait en sorte que le chef de l'État ne puisse pas sanctionner le personne? Il faut partir d'abord de mécanismes par lesquels le ministre parvienne à être nommé dans notre pays. Les ministres viennent des quotas de partis politiques, généralement. Et dans le parti politique, vous savez bien qu'on ne s'en tient pas aux compétences de personnes. C'est plus les affinités qui jouent. C'est comme ça aujourd'hui, vous retrouvez des gens qui n'ont aucune expérience en politique et qui parviennent à gérer des secteurs vitaux de notre pays. Vous avez par exemple le Grace Coutinho, qui n'a aucune expérience de gestion, mais qui aujourd'hui nous gère vous et moi. Vous êtes jeunes, notre autorité principale c'est Grace Coutinho, mais qui a du mal ne serait-ce qu'à construire un raisonnement rationnel en tant qu'autorité. Et lorsque vous avez, mais nous parlons d'un fait de notoriété publique, en République démocratique du Congo, vous connaissez de quoi je parle. Lorsque vous avez une équipe mauvaise, vous ne deviez pas dédouaner les chefs par le fait qu'il a nommé une équipe. Mais par contre, il faut qu'on commence d'abord par s'en prendre au chef. Il a un problème de casting politique. On vous nomme des gens qui n'ont aucune expérience. D'ailleurs, Sarkozy l'a dit, l'expérience en politique est inestimable. On ne peut pas prétendre gérer
plus de 100 millions d'habitants sans avoir une expertise dans un domaine bien précis. Nous parlons de la sécurité. Par exemple, la sécurité, l'économie d'un pays sont le domaine où on met des experts. On ne prend pas des gens qu'on ramasse sous les arbres. C'est là que je voudrais exactement, revenir. sous les arbres d'un parti politique parce qu'ils ont prétendument lutté pour l'avènement à un pouvoir pour leur mettre dans des postes sérieux comme la sécurité. Ce n'est pas parce qu'on avait été chef de la force du progrès, par exemple, ou parce qu'on avait été chef d'une ligue des l'UDPS, ou qu'on avait tenu... Comme l'autre là, si c'est Fils Moukoko. Exactement, ou qu'on avait tenu des meetings à Lingala devant les gens, qu'on a la prétention de gérer plus de 100 millions d'habitants dans un pays comme le nôtre. Il faut que le chef de l'État prenne les hommes du moment. On prend quelqu'un qui a une expertise, vu les contextes actuels du pays, on le ramène dans un poste. Maintenant, et aujourd'hui, c'est qu'on prend un ami de la Belgique, on le nomme ministre, parce que peut-être qu'on est rédévable, il nous avait aidé avec 100 € jadis. On prend un ami de la lutte qui était à la force du progrès, par exemple, on le met au pouvoir parce que peut-être qu'il avait brûlé les sièges d'un parti politique. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'évaluation de la compétence des acteurs politiques s'est fait au vu du banditisme. Lorsqu'on avait c'est le banditisme qui évalue. Lorsqu'on avait au fait les backgrounds. Exactement. Lorsqu'on avait fait des molotov pour brûler les partis politiques de la majorité de l'époque. Il était courageux. Voilà, on était courageux. On vous nomme. Lorsque peut-être que vous aviez des relations entre vous, je vous ai aidé peut-être à prendre une bière. Je me dis, bah, puisqu'il m'avait aidé hier à prendre une bière, il peut être ministre. Je vous ai payé une chambre. Donc l'incompétence a élu domicile dans la gestion de notre pays. Et s'il y a des incompétents ministres, donc il y a également un incompétent à la tête de notre pays. Président de la République. Exactement. Oh là là, c'est compliqué. Non, mais je ne suis en train de réfléchir par déduction. Et pourquoi lui ne peut pas démissionner aussi s'il pense qu'il ne peut pas être en mesure de gérer les... Bon, parce que nous estimons qu'il n'a pas cette culture-là, dès lors que ceux qui sont avec lui n'ont pas cette culture. Nous lui concédons le fait qu'il doit rester au pouvoir jusqu'en 2028 parce que c'est un délai constitutionnel. Et arrivant en 2028, nous serons là pour lui rappeler qu'il doit organiser des élections pour qu'il laisse la place à un autre compatriote. C'est dans quelques 21 mois. Exactement. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, maître, nous passons de l'incompétence, selon vos propres termes, au niveau national. Nous descendons, je ne sais pas cette fois-ci les termes que vous allez pouvoir utiliser au niveau de la ville de Kinshasa. Quand on voit des milliers de personnes qui partent comme s'ils allaient en pèlerinage, des catholiques, des fidèles, de l'église, qui quittent Tchangou, Mongafula, ainsi de suite, pour venir en ville travailler. Ils font des kilomètres à pied, simplement parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. La cause principale, c'est que l'État effectue les contrôles sur les documents, ce qui est légal, et que ces contrôles effectués concomitamment par celui des motocyclistes et celui des transporteurs, ça met un chaos dans la ville. Associé à la grève, ça et là, vous avez des gens qui ne savent plus se déplacer pour aller au travail, des enfants qui ne savent plus aller à l'école. Quelles peuvent être les conséquences sur les plans administratifs, financiers, bref, sur les plans économiques dans cette ville où on sait que si un père de famille ne sort pas, la famille ne mangera pas. Voilà, merci de la question une fois de plus, M. Jonas. Je pense que comme je l'avais dit au départ, à l'entame de mon propos, nous sommes en train de descendre dans un chaos. Un chaos de gestion où vous avez des gens qui sont surpassés par les événements. Gouverner, c'est prévoir. Oui. Lorsqu'on a la prétention de faire respecter une mesure, il faut qu'on prenne des mesures alternatives qui peuvent supplanter les conséquences des mesures principales que vous prenez. Exact. On ne peut pas avoir la prétention d'imposer une chose aux particuliers sans que l'État lui-même ait des alternatives à proposer. Ici, on avait les Transco dans notre pays qui n'existent plus. On avait cette histoire d'esprit de vie. Il y avait également Transkin qui existait, mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Vous imposez des mesures, les taxes, les impôts, qui sont normalement des choses qu'on doit normaliser dans un pays. Permettez-moi cette tautologie, parce que l'État ne peut pas exister sans que le particulier, nous qui sommes le compatriote, puissions payer les taxes et les impôts. Mais sachant la mentalité de l'homme congolais, comment on peut imposer une mesure dès lors qu'on sait que ce ne sont que le particulier qui font la loi dans le domaine du transport? L'État n'a pas de bus. Et nous savons que la taxe, contrairement à l'impôt,
a une contrepartie bien précise. Lorsqu'on paye la taxe, c'est pour qu'on puisse bénéficier d'une contrepartie d'un service de l'État, bien précise. Alors, ici, on ne sait pas quantifier et déterminer la contrepartie de la taxe que les transporteurs payent. Okay. Déjà que la route ici n'est pas asphaltée, les chauffeurs là, vous savez que le prix du carburant également, à un moment, ça essaye de vaciller, il n'y a pas de route. Alors, c'est quoi la contrepartie précise de la taxe que nous payons? Ça, c'est d'abord la question qu'on doit poser. Sachant également que certaines taxes qu'on reconnaît ici ont une échéance. Oui. Alors, devions-nous commencer à imposer après l'écoulement de l'échéance ou on doit le faire avant l'écoulement de l'échéance? C'est pas précis. C'est pas précis. Alors ici, je ne sais pas si on essaye de travailler par précipitation. L'État devait commencer d'abord par faire quoi? Reviver les Transco. Ok. Transkin également. Comme ça, puisque vous êtes dans un secteur, vous pouvez facilement imposer un dictat aux particuliers. Alors, dès lors que vous-même, vous ne parvenez pas à vous incruster dans un domaine, les particuliers feront la loi. La preuve en est que hier et avant-hier, vous avez vu que lorsqu'il y avait grève, on a eu cette pénurie de circulation. On ne parvenait pas à atteindre nos services parce que ce sont les particuliers qui font la loi. Et dans tout ça, c'est l'État qui paie. Exactement. S'il y avait le bis Transco, des bis Transkin, peut-être que ça aurait été modéré. Alors, je reviens également sur un autre aspect, toujours par rapport à cette question. Est-ce que c'est une urgence aujourd'hui? Les recouvrements forcés? Exactement. Est-ce que c'est une urgence? L'État a besoin d'argent. Si l'État, mais écoutez, l'État a besoin d'argent pour en faire quoi? Dès lors que ceux qui devaient d'abord bénéficier de cet argent... Mais l'État fonctionne avec l'argent, maître. Vous le savez. Laissez-moi déduire. Allez-y. On a besoin d'argent, oui. Ça couvre quoi? La masse salariale et les besoins de l'État. Mais les gens ne sont pas payés. Cet argent par où? Parce que vous savez, c'est un secret des polichinelles que jusqu'à aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas payés. Alors, cet argent qu'on veut prendre par force, ça part où? Alors que pour répandre le palais du peuple, on sort 14 millions de dollars. 14 millions. Mais on ne sait pas payer les fonctionnaires de l'État. Vous voyez l'absurdité. Donc ici, on ne sait pas comment prioriser. Qu'est-ce qui est une priorité dans notre pays? On ne le sait pas. On part dans tout et n'importe quoi. C'est comme ça que les conséquences, on ne parvient pas à régler. Une infirmière m'a dit qu'ils ne sont pas payés. L'État cherche qui peut lui emprunter de l'argent pour payer les fonctionnaires. Ça m'a fait rire. Dans un pays où on donne 14 millions pour peindre une institution, on n'est pas en mesure de réunir le moyen pour payer les fonctionnaires de l'État. Alors que les salaires ont un caractère alimentaire. Oui. Lorsque vous ne payez pas un père de famille, cela sous-entend que vous êtes en train de tuer à petit feu ses fils et filles. Vous savez, j'aimerais prendre un aspect avant qu'on rentre sur le sujet. Allez-y. La différence entre un rebelle et un détourneur, c'est à quel niveau? Le rebelle vous tue directement. Okay. Les détourneurs tuent l'avenir du pays. Okay. Il y a un projet, par exemple, qui pouvait être salvateur pour la génération à venir, mais qui n'a pas vu le jour parce qu'il y a quelqu'un qui a volé l'argent. Il a pris l'argent quelque part. Exactement. Donc, entre le rebelle qui est quelqu'un à tuer et les détourneurs est pire que les rebelles. Okay. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on est en train de chanter pour les voleurs de l'État. Et condamner les rebelles. Condamner les rebelles, c'est naturel. Mais chanter pour les détourneurs, c'est une incongruité. Et donc, pour le transport, aujourd'hui, Daniel Bumba, il est toujours surpassé par les événements. Lui ne prend que des mesures cosmétiques. Il a parlé, par exemple, des histoires des inondations aujourd'hui. Il n'y avait eu aucune mesure. Mais vous voyez, les jours où il y aura inondation, il sera le premier à prendre sa pirogue qui ne fonctionne pas pour venir à la Tchang ou là-bas dire que non, on va régler le problème. C'est ça, les secteurs des transports. Il a pris un arrêté pour citer, régulant le prix des transports. Tout en disant que ceux qui ne vont pas respecter cet arrêté se verront être sanctionnés sévèrement. 2 jours après, vous savez ce qui s'en est suivi. Ouais. Les transporteurs imposer les prix par rapport à leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans ce secteur, il n'y a que nous. Une autorité gérant la ville qui ne parvient pas à faire respecter sa propre décision. Est-ce que cette personne est sérieuse? Votre décision, votre propre décision. Le gouverneur n'est pas sérieux? Et écoutez, la décision a été prise par qui? Par le gouverneur. Et lorsqu'elle n'est pas respectée, le problème revient à qui? C'est peut-être à la police qui est censée faire respecter cette décision. Ce sont ces agents-là qui sont sur le terrain, pas les gouverneurs. Qui a à sa disposition la police pour la ville-province de Kinshasa? Ce n'est pas le gouverneur. C'est ça le problème. Donc à ce niveau, déjà quand on est une autorité, qu'on ne parvient pas à faire respecter sa propre décision, comment on peut vous traiter de sérieux? Mais comment expliquez-vous aussi le fait qu'il y ait une usine de transport implémentée, installée au niveau des limités, et que Transco aujourd'hui soit incapable
incapable, je dis bien, découvrir la mobilité, d'assurer la mobilité des Congolais dans la ville de Kinshasa. Made in RDC. Made in RDC. Parce qu'on on en a vu fabriquer en RDC. Il faut comprendre une chose, c'est que le pouvoir actuel de notre pays a une caractéristique. La première caractéristique, c'est que il n'achève pas les projets qu'il débute. Ceux qui gouvernent le pays actuellement. Ils ne prennent que des mesures pour vous satisfaire pour un temps, et puis par après, ils n'achèvent pas ces mesures-là. On a vu le BIS Transco, je ne sais pas si c'est sur nous. Parce que moi, j'ai vu hier, là, le boulevard était pratiquement vide. Les gens marchaient, et puis c'est les motards qui faisaient la loi. Alors, vous prenez des mesures, oui, qui peuvent être salvatrices, mais il faut savoir comment aller point par point. On ne peut pas sanctionner les chauffeurs, en même temps sanctionner les motards au même moment. Sachant que l'absence de tous ces acteurs-là va paralyser les secteurs de transport dans notre pays. L'usine de Transco, je vous dis, c'était une mesure cosmétique. Je ne pense même pas qu'on doit se mettre à parler de cette question. La preuve en est aujourd'hui, combien de bus ont été produits, on ne sait pas déterminer. Ça circule où? Nous sommes à Kinshasa, on ne voit pas les bus Transco. Et donc, je crois qu'il n'y a même pas lieu qu'on y revienne parce que ce sont des mesures qui étaient prises pour satisfaire les gens qui chantent souvent le matin pour le chef de l'État, alors que, en vrai dire, il n'y a rien qui se passe pour notre pays. Il n'y a rien qui se passe pour les Congo. Mais quelle idée vous avez de Daniel Bumba? Bon, l'idée que j'ai de Daniel Bumba, c'est qu'il a débarqué au pouvoir. On l'a entendu, c'est un secret de polichinelle, qu'il a été soutenu par ligne de personnalités de notre pays pour qu'il devienne gouverneur. L'idée que j'ai de lui, c'est qu'il est là, sans savoir ce qu'il veut faire pour la ville, à prendre des mesures cosmétiques qui ne parviennent pas à résoudre les problèmes du Congo. Je pense également, je suis tenté de dire qu'il pouvait également démissionner, mais sachant qu'en étant de l'UDPS, on n'a jamais eu la culture de la démission, il ne va pas démissionner, il sera là. Il y a un mécanisme de contrôle dans la Constitution, c'est que ici, le Parlement, l'Assemblée provinciale, cette assemblée peut exercer un contrôle. Exactement, depuis qu'elle est installée jusqu'à aujourd'hui, l'Assemblée provinciale fait quoi pour Daniel Bumba? C'est comme si elle n'est là que pour accompagner la médiation qui se passe au niveau du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. On n'a pas vu vraiment cette activité qui existait à l'époque de Gentilly. D'où l'idée, selon certains, de supprimer les assemblées provinciales. Le problème, ce n'est pas la présence des assemblées provinciales. Le problème, c'est ceux qui font partie des assemblées provinciales. Okay. Les gens ne doivent pas confondre l'incompétence des acteurs politiques et le problème de la structuration de l'État. Si vous êtes incompétent, ce n'est pas le problème de la structure, mais c'est le problème de l'homme qui fait partie de la structure. Si à l'Assemblée nationale, on a 90% des députés provinciaux qui viennent apprendre les rôles d'un député provincial en étant député provincial, pensez-vous que ces gens-là vont remplir leur mission? Vous élisez des gens qui viennent apprendre d'abord les contrôles parlementaires en étant député provincial, comment procéder par des pétitions, par des motions. Ils ne savent pas comment fonctionne l'Assemblée provinciale. Alors des gens pareils, lorsqu'on leur présente les billets des banques, ils ne sont là que pour ça. C'est comme ça que le pays n'avance pas. Et le problème de l'UDPS, c'est quoi? C'est la confusion entre l'incompétence des membres de l'Union sacrée et les problèmes de la structure de l'État. Cette confusion nous ramène à croire aujourd'hui que c'est la Constitution qui est le problème, alors que c'est les incompétents qui gèrent le pays qui forment les problèmes. Maître Enoch Manoka. Oui, mon frère. Ah là 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 là. Ça nous permet directement de basculer dans les derniers sujets sur les changements ou la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Maître Enoch, ça fait plus d'une vingtaine d'années que cette Constitution a été promulguée par le chef de l'État, à l'époque, Joseph Kabila. Vous savez très bien, vous êtes technicien du droit. Oui. C'est votre domaine, vous pratiquez les droits tous les jours. Comment qualifiez-vous cette constitution que vous avez déjà lue du préambule au 229e article? Quelle idée vous avez de cette constitution? Comment vous la présentez au vu du monde? Voilà, merci de la question, M. Jonas. Je pense que chaque texte contient en lui une histoire. Okay. Lorsqu'on parle d'une structure ou d'un État, lorsqu'on parle d'une institution de l'État, il faut toujours voir derrière une histoire. Dans l'histoire, il y a le contexte qui a présidé à l'élaboration de la structure ou de l'institution en question. Lorsqu'on parle de constitution, elle est intervenue dans un contexte particulier, où il y avait la crise sécuritaire dans notre pays. Et dans la technique du droit, on parle de constitution conventionnelle, c'est-à-dire
des constitutions qui sont élaborées à la suite d'une crise qui a permis à ce que les acteurs politiques se réunissent autour d'un dialogue qui a débouché à l'élaboration de la constitution. C'est une constitution d'équilibre sur le plan institutionnel. Parce que jadis, vous savez qu'avant l'avènement de cette constitution, il y avait d'abord Mobutu qui était au pouvoir, qui avait implémenté une dictature. Lorsque Laurent Désiré Kabila débarque également au pouvoir, il y avait une sorte de dictature parce que c'est lui qui prenait toutes les décisions. Alors les acteurs politiques à Santiti, lorsqu'ils s'étaient réunis, ils ont eu en tête l'idée de mettre l'équilibre en tout. Lorsqu'on parle par exemple de la gestion du régime politique de notre pays, on s'était rendu compte qu'à chaque fois dans l'histoire de notre pays qu'on donnait plus de pouvoir au chef de l'État, on créait un dictateur. Donc il fallait créer cet équilibre-là par rapport au pouvoir dévolu au chef de l'État et au pouvoir dévolu au gouvernement par l'entremise du Premier ministre. C'est comme ça que vous avez cet exécutif bicéphale où il y a le chef de l'État et il y a le gouvernement chapeauté par le Premier ministre. Et où le chef de l'État a des pouvoirs qui lui reviennent et le gouvernement par l'entremise du Premier ministre a également des pouvoirs. Et où le gouvernement répond de son action devant l'Assemblée nationale, parce que c'est de là qu'on adopte le programme gouvernemental, et l'Assemblée nationale contrôle le gouvernement par l'entremise des motions et tout ce qui va avec. Où le chef de l'État détient le peu de Damoclès, c'est-à-dire les pouvoirs de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu? Donc on a équilibré même au niveau du régime à mettre en place pour que le chef de l'État ne puisse pas être un dictateur, un tout-puissant. Il a des pouvoirs, oui, mais il a également des contre-pouvoirs. On a institué les mécanismes, par exemple, des contre-instincts sur certaines décisions du chef de l'État. Il ne peut pas prendre ces décisions sans que le Premier ministre puisse contre-signer. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre qui répond de sa politique actes-là devant le Parlement. L'Assemblée nationale. Vous voyez un peu la tactique. Même lorsqu'on vient au niveau de la forme de l'État, il y a de ceux qui disaient qu'il faut qu'on reste dans un État totalement unitaire. D'autres disaient qu'il faut qu'on reste dans un État fédéral. Alors, pour ne pas diviser l'opinion qui était présente lors des Santiti et lors des discussions qui ont précédé à l'élaboration de cette constitution, ils ont pris une forme hybride qui prend d'un côté les atouts de l'État unitaire et de l'autre côté les atouts d'un État fédéral. On a parlé du régionalisme constitutionnel, on a également parlé du fédéralisme composite. Donc, cette constitution, c'est une constitution d'équilibre sur tous les plans. Et je crois que cette constitution est adaptée à la nature de l'homme politique congolaise. L'homme politique congolais, excusez-moi. Pourquoi? Parce que dans notre pays, le Congolais est habitué, lorsqu'il a un pouvoir, de toujours en abuser. Et si, dans la gestion... Et ça, ce n'est même pas au niveau politique. Hein? Exactement. Même au niveau social, la nature congolaise. Partout. Exactement. Ça, c'est une analyse nette, claire, précise. Exactement. Quand un Congolais gère, quand un Congolais a des attributions, la nature de l'homme congolais, c'est d'abuser toujours. Donc, lorsque vous ne mettez pas des mécanismes de contrôle, vous ne mettez pas des alternatives de gestion, là, vous consacrez la jungle avec les Congolais. Alors, ceux qui ont élaboré cette constitution l'avaient tout compris qu'il fallait créer les check and balance, c'est-à-dire les poids et les contre-poids. L'exécutif, vous avez des pouvoirs, le Parlement a des pouvoirs. Autant que vous pouvez sous les parlements, autant que la motion peut venir du Parlement contre soit tous les gouvernements, ou soit contre un membre du gouvernement. Et donc, moi, je crois que cette constitution est vraiment adaptée à notre nature. Alors, aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens ramener les débats du changement de la Constitution, commençons par les discours. Les discours des acteurs. Exactement. Est-ce que ces acteurs, vous allez les dire aussi, est-ce que ces acteurs ont la capacité, sont crédibles? Est-ce que ces acteurs répondent aux critères pour prendre la parole sur les changements ou la révision de la Constitution? Je ne serai pas trop rigoureux. Je commence par le chef de l'État de notre pays, le commandant suprême. Lorsqu'il était à l'opposition, il nous a renseigné... qui peut m'interdire, moi? Exactement. Il nous a renseigné que le public est un problème d'homme politique. Alors aujourd'hui, dans la gestion, le chef de l'État nous dit le problème c'est la Constitution parce qu'il y a des dispositions dans cette Constitution qui posent problème à la gestion ou à la gouvernance du pays. Déjà, vous avez deux personnes, une même personnalité qui a des discours dans des périodes distinctes. Qu'est-ce qui a changé? C'est lui qui a changé, ou soit c'est les données politiques qui ont changé. Si le problème du Congo, c'est la Constitution, si cette Constitution émane des gens illégitimes, alors quid de ceux qui ont bénéficié de cette Constitution, c'est-à-dire tous ceux qui ont leur source du pouvoir, qui est la Constitution. Donc, le président Tshisekedi et tout son gouvernement, tous les gens, tous les parlements, on peut dire aujourd'hui qu'ils sont illégitimes parce que fruit
d'une constitution dénoncée comme étant... C'est à elle de déduire cette illégitimité-là. Non, mais alors, je ne les ai pas en face. Exactement. Lorsqu'on vient au niveau des raisons, chaque réforme dans un pays intervient dans un contexte particulier. Et il n'est pour pas un interdit, besoin précis. Exactement. Il n'est pas interdit dans un pays qu'on réfléchisse sur des questions qui concernent la nation. L'union sacrée non plus, on ne l'a pas interdit de réfléchir. Mais le problème avec ces gens, c'est que ils veulent implémenter une réforme sans mettre sur la table des raisons qui justifient ces réformes-là. On ne veut pas du changement de la Constitution. Tantôt, Augustin Kabouya vous dit que c'est parce que Mobutu a changé la Constitution pendant 17 fois, ce qui est faux, que l'UDPS également peut changer cette Constitution. Mais pourquoi vous avez combattu un dictateur pour aujourd'hui prendre ce dictateur comme un exemple? Augustin Kabouya est en train tout justement de cracher sur sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. La mémoire, pas d'Étienne Tshisekedi, mais de tous ceux qui sont morts, les martyrs, prétendument pour chasser Mobutu du pouvoir. Okay. Parce qu'aujourd'hui, Mobutu devient un exemple pour l'UDPS. Augustin Kabouya vous dit que Kabila a révisé la Constitution par rapport à ses intérêts. Alors que hier, l'UDPS a combattu Kabila par rapport à sa gestion. Comment expliquer que les combats politiques de l'UDPS hier se contredisent aujourd'hui par rapport à ce que l'UDPS veut? Comment on peut prendre un ennemi comme un exemple par rapport à la gestion du pays alors que hier, vous avez contredit sa gestion? Je suis tenté de croire qu'aujourd'hui, l'UDPS, c'est le kabilisme en mieux. C'est le mobutisme en mieux parce que chaque fois qu'ils sont confrontés à une situation, ils ne prennent pour exemple que Mobutu et Kabila. On vous dit, comme raison, chaque fois on se perd sur les questions des contentieux électoraux. Okay. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse implémenter les changements de la Constitution. Ce qu'ils disent, je prends M. Willy Michiki, ils doivent comprendre qu'il y a une loi électorale. Okay. C'est la loi électorale qui règle la question préélectorale, c'est-à-dire l'enrôlement et tout ce qui va avec, la question électorale, c'est-à-dire les élections, et la question post-électorale qui est les contentieux électoraux. Alors aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on puisse changer la Constitution pour une matière qui est réglée par une loi. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu l'absurdité? On vous dit oh non, c'est le chef de l'État qui est vu dans l'opinion par rapport au Premier ministre. Alors que c'est le Premier ministre qui a plus de pouvoir. Mais ils ne comprennent pas. Ça, c'est également de l'ignorance historique. Si on a mis l'équilibre que j'ai expliqué au départ, c'est parce qu'on avait compris dès le départ que les régimes présidentiels créaient des dictateurs dans ce pays. Encore en croire que l'UDPS aujourd'hui, si on en faisait un régime présidentiel, mais écoutez, on va plus marcher dans ce pays. Comment ça, on ne va plus marcher? C'est parce que déjà, dans les semi-présidentiels que nous avons, nous vivons la dictature. Mais c'est un parti démocrate. Non, mais ce n'est pas un parti démocrate, c'est un parti contre la démocratie. C'est ça une évidence. L'UDPS n'est pas un parti démocrate. Pour preuve, tous ceux qui font partie de l'Union sacrée, qui essayent de contenir les chefs de l'État, ont face à eux l'UDPS. Vous comprenez que l'UDPS n'a pas la tolérance. L'UDPS n'accepte pas les avis contraires. Vous êtes également victime de cette intolérance-là. Et donc, je crois aujourd'hui, on vous parle également du testament du chef d'Étienne Tshisekedi qui avait dit que lorsqu'ils auront le pouvoir, ils vont changer cette constitution. Est-ce que le Congo est une propriété d'Étienne Tshisekedi? Non. Parce que le testament, c'est le fait pour une personne de disposer, après sa mort, disons, de disposer de ses biens lorsqu'il ne sera pas en vie. Or, le Congo n'est pas la propriété de l'UDPS. Comment on peut présenter le testament d'Étienne Tshisekedi comme étant un acte pouvant permettre à l'UDPS d'avoir des raisons qui justifient le changement de la Constitution? Donc, vous allez comprendre... De quel droit Étienne Tshisekedi avait? Est-ce les droits qu'il avait pour les Congo sont plus supérieurs que les 100 millions d'habitants que les Congolais ont aujourd'hui pour que tous les Congolais se soumettent à la seule volonté d'Étienne Tshisekedi? Mais c'est parce qu'ils sont dictateurs dans la nature. Je reviens également chez Okitundu. On a lu chez Okitundu. Il a dit que cette constitution a traversé des collines jusqu'à arriver à Kinshasa et que donc il n'y a pas lieu aujourd'hui qu'on en parle. Il faudrait qu'on puisse la changer. Pourquoi n'avait-il pas dénoncé à l'époque? Où était-il? C'est ce que j'allais dire. Pendant pratiquement 18 ans de gestion, où était-il? Il a gardé ces secrets-là. Et si cette constitution a été élaborée à Kigali, quelle est la disposition de cette constitution qui donne l'avantage à Paul Kagame ou au Rwanda? Okay. C'est ça le vrai débat. Lorsque vous nous dites que non, c'est une élection, c'est une constitution taillée sur mesure par les belligérants, par Kigali. Alors, donnez-nous l'article de la constitution qui donne les avantages aux Rwandais et sur base de quoi nous, on viendra avec un débat. Donc, vous allez comprendre aujourd'hui, nous qui sommes de l'opposition, on fait un débat avec les vents. Donc, vous, après votre analyse sur les articles et les dispositions de cette constitution, même si elle aurait traversé ces collines-là pour revenir et être adoptée
et puis voté d'abord par référendum par le peuple congolais, puis promulgué par son chef de l'État, cette constitution n'accordant pas aucun avantage au Rwanda, par conséquent, elle est bonne pour nous. La constitution n'a pas traversé les 1000 collines. Nous avons des donc, dans l'hypothèse où elle aurait traversé... Non, mais si on le dit, donc vous allez me dire que le professeur Essamboué a traversé les 1000 collines. Okay. C'est un Rwandais. Vous me direz que le professeur Mampouya, c'est un Rwandais. Celui qui a traversé les 1000 collines, c'est Paul Kagame qu'on avait applaudi ici au stade de Martyr. Ce n'est pas la constitution. Par l'UDPS. Mais je le répète, celui qui a traversé les 1000 collines pour arriver à Kinshasa, c'est Paul Kagame qu'on a applaudi ici au stade du Martyr. C'est pas la constitution. C'est pas la constitution. On a chanté ici que Yonani Oboya Kagame. Alors, aujourd'hui, on veut présenter Kagame comme un alibi. À chaque fois que nous, on va commencer à réfléchir sur le pays, non, c'est Kagame. Mais qui ont reçu Kagame ici? Qui ont applaudi Kagame? Vous pouvez me dire qu'après Kabila le père, quel est ce chef d'État qui avait reçu Paul Kagame officiellement dans ce pays? Il n'existe pas. Kabila ne l'avait jamais reçu. Dans quel contexte? Parce qu'on nous a dit que Kagame devait être un partenaire. On ne doit pas le voir comme étant un adversaire, mais comme un partenaire. Privilégié. Privilégié. À qui on doit confier. C'est le même partenaire qui nous crée l'agression. Chaque fois que nous, on essaie de réfléchir, contrairement aux vues des amis de l'UDPS, on fait de nous des Rwandais, on fait de nous les membres. Et chaque fois que l'UDPS veut justifier son incompétence, on vous parle de Kagame, tant qu'il sera au pouvoir. Le chef de l'État va rester également au pouvoir. Est-ce que le chef de l'État, lorsqu'il a débarqué au pouvoir, Kagame avait une agression à l'est du pays? Est-ce que le mandat du chef de l'État est lié au mandat de Paul Kagame? Comment un pouvoir démocratique peut prendre, pour exemple, un dictateur et un sanguinaire? N'est réputé, n'a des compétences pour combattre les velléités expansionnistes de Paul Kagame en RDC, Félix Tshisekedi. Parce qu'à l'Union sacrée, donc il n'y a pas un autre. On n'a que des chantres, c'est le MPR transformé, parce que quand vous avez un parti politique, un groupement de partis politiques qui vous disent que on ne peut pas changer X personnes, alors qu'au sein de ces groupements, il y a des gens qui peuvent également prendre le pouvoir. Cela prouve que les gens n'ont pas d'ambition politique. Cela prouve que nous sommes dans une dictature déguisée. Parce que la démocratie doit commencer également d'abord au niveau de partis politiques, là où vous êtes. J'aurais aimé que l'UDPS nous dise que non, sur base de notre bilan, on va aujourd'hui ramener les débats pour qu'on puisse élire un dauphin qui va remplacer le chef de l'État. J'aimerais vous dire une chose. Vous voyez, dans un État, lorsque la gouvernance convainc, on ne change pas les règles des jeux, mais on fait les bilans. Parce que ce sont les règles qui ont fait à ce exactement que vous soyez au pouvoir. Si aujourd'hui, la gouvernance ne convainc plus, la preuve est qu'on veut changer les règles de jeu pour justifier l'incompétence au niveau de la gouvernance. Et aussi chercher à partir de nouvelles règles, arranger les résultats. C'est une preuve. L'UDPS, si elle avait réussi sa mission à démocratiser les Congos, à ramener les sociaux à un certain niveau, aujourd'hui on parlerait du bilan du chef de l'État. On ferait le débat avec tous les acteurs politiques. On n'aurait pas inventé un débat de changement de exactement, on parlerait en réalité de ce qu'ils ont fait. Et l'UDPS allait dans cette posture-là, se préparer à une élection en 2028. Alors si aujourd'hui nous tournons autour du changement de la Constitution et tout ce qui va avec, c'est parce qu'on sait qu'on a lamentablement mal géré le pays et qu'on se prépare à créer un glissement pour se pérenniser au pouvoir. Alors je tiens à rappeler à tous ces compatriotes-là que nous restons des frères au pays. Mais qu'ils n'oublient pas que dans ce pays, chaque fois qu'un président de la République a osé défier le peuple congolais, il avait croisé ce peuple-là devant lui. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition à Nzala, c'est parce qu'on a l'image d'une opposition des bandits. Parce que hier, quand on parlait de l'opposition, il fallait qu'il y ait des marches où vous ravissez les téléphones aux gens, vous brûlez les sièges des partis politiques. L'opposition a changé. Maintenant, l'opposition réfléchit. Et eux ne sont pas habitués à cette opposition-là. Et pour eux, quand on parle de l'opposition de ces jours est caractérisée par le débat. Par la réflexion, exactement. Eux, jadis, c'était par les insultes où on disait que non, par des casses. Exactement. Maintenant, nous, aujourd'hui, on ramène les débats patriotiques. Les amis de l'Union sacrée, vous voulez du changement de la Constitution, de la révision? Oui. Ramenez-nous les raisons qui tiennent debout. Et nous, on est là pour faire les débats avec tout le monde. Vous allez voir, oh non, parce que Kabila l'a fait, mais quel est l'article qui pose problème? Premier ministre, UDPS. Ministre de l'Intérieur, UDPS. 90% des gouverneurs, UDPS. Tous ceux qui gèrent les pays sont de l'UDPS. Alors, c'est quoi les problèmes? Qui bloque l'UDPS? Est-ce que les membres de l'UDPS bloquent l'UDPS? Je n'arrive pas à comprendre. À l'Assemblée nationale, vous avez les gens de l'Union sacrée. Au Sénat. Donc, le Congo est UDPSianisé. C'est l'UDPS qui gère le pays actuellement. Mais comment l'UDPS se plaint de la gestion de l'UDPS?
Donc l'UDPS se plaint de La la gestion de gestion, mais c'est l'UDPS. clair, non? Alors que c'est elle-même Qui gère le pays. qui fixe les règles. Voilà. C'est ça le paradigme dans lequel on se trouve. Donc, rassurez-vous, M. Jonas, qu'en 2028, il y aura élection, parce que le peuple se prépare. Nous qui sommes de Mais l'opposition, il y on se a prépare. des gens qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections, simplement parce qu'il y a une grande partie, il y a 2 provinces max qui sont entre les mains de rebelles et que les compatriotes qui sont de l'autre côté ne pourront pas voter. Par conséquent, c'est ce que dit la Constitution, il ne peut pas y avoir élection au pouvoir. Mais il y a aussi une autre donne plutôt, c'est que le changement de la Constitution implique un référendum qui est aussi une élection, et que cette élection-là suppose que tous les Congolais, partout qui se trouvent, puissent voter, valider cette élection-là. Ne voyez-vous pas là une contradiction? Mais c'est une preuve sur la pratique de l'UDPS? C'est une preuve que la logique de la réforme ne tend pas à pouvoir régler une crise, mais par contre à se maintenir au pouvoir. Parce que si pour les élections, on a la prétention d'avancer la raison comme quoi il y a une crise à l'est du pays, mais pour les changements de la Constitution, on ne la voit pas, je trouve que c'est parce qu'on veut se pérenniser au pouvoir. Alors, je prends également un aspect. En principe, en politique, on vient dans la gestion pour conquérir le pouvoir, excusez-moi, et puis se maintenir aussi longtemps possible. Si cette assertion est vraie, et qu'une crise politique permet à un acteur politique de rester au pouvoir, à qui bénéficie cette crise? À cet acteur-là. Ça, c'est une question que je laisse à l'opinion. L'acteur politique est caractérisé par quoi? Conquête du pouvoir et maintenance dans le pouvoir. Alors, si la crise permet à l'acteur politique de rester au pouvoir, à qui bénéficie cette crise? À l'acteur politique qui reste au pouvoir. En réalité, on devait dire quoi actuellement? C'est que nous débarquons dans la gestion, on a la guerre à l'est du pays. Dans les 2 ans qui nous restent, nous travaillerons pour mettre fin à cette guerre et laisser le pouvoir aux autres compatriotes. Les Congos ne se limitent pas par l'UDPS ou par le chef de l'État. Ces Congos a connu Lumumba, Kasavubu, Mobutu et j'en passe. Ils ne sont plus en vie. Ils nous ont précédés dans l'au-delà. Ces Congos a connu Kabila, il ne gère plus le pays. Autant que nous le voulons pour notre chef d'État, qui demain sera un ancien chef de l'État, il sera également sénateur à vie, on va les respecter comme tels. Laisser la place aux autres compatriotes. C'est d'ailleurs prématuré. Pourra-t-il aussi... Une fois qu'on avance, on essaie de reprendre pur les choses qu'on a décriées. Alors, je suis dans une posture où je crains fort que tout ce qu'on a fait aujourd'hui puisse se répercuter demain. Mais je pense également qu'on aura un démocrate dans la gestion du pays demain qui pourra remettre les choses à l'ordre. Parce que je l'ai toujours dit, on ne peut pas combattre contre nos propres valeurs, contre notre propre lutte. Nous luttons pour la démocratie, nous luttons pour la liberté d'expression. Alors, autant que nous luttons pour ça, lorsque nous allons gérer le pays, on doit respecter les valeurs pour lesquelles nous avons combattu lorsqu'on était à l'opposition. Maître, maintenant j'avais une question. Oui. Prenons l'hypothèse selon laquelle l'UDPS parvient effectivement à changer la Constitution. Est-ce que cela annulerait les 10 ans passés au pouvoir de Félix Tshisekedi, lui permettant ainsi de postuler à nouveau et gérer à nouveau les pays, ou on va considérer qu'il avait déjà géré les pays et qu'il ne peut pas revenir au pouvoir? Le problème, c'est que lorsqu'on change la Constitution, on fait ce qu'on appelle les tabula rasa. Tout revient à la normale. C'est-à-dire Kabila peut aussi revenir pour postuler parce qu'on n'est plus sous l'égide de la Constitution qui l'avait rendu sénateur à vie. Ce qui n'est pas totalement de la même façon avec la révision qui consacre la continuité de la même Constitution. Alors la crainte, c'est que lorsqu'on change la Constitution, tout revient à zéro. Le chef de l'État recommence son mandat à zéro. Il reste encore au pouvoir sur le pied de la nouvelle Constitution. Ça, c'est créer encore des frustrations. Si on a voulu de l'alternance, c'est parce qu'à Santiago, on s'était rendu compte que le pouvoir ne doit pas rester entre les mains d'une seule personne pendant un temps. À l'époque de Mobutu, on avait la prétention ou l'impression de dire que le pouvoir était l'apanage de Mobutu et de membres de l'impère. Il faut qu'après chaque 5 ans, qu'on fasse l'alternance. Le problème n'est pas le nombre d'années de la gestion. Le problème, c'est la vision qu'on a du Congo et c'est les compétences qu'on a. Ceux qui sont dans d'autres pays, qui ont 4 ans par exemple, parviennent à faire des réformes bien précises. On ne peut pas aujourd'hui dire que parce que Kagame fait 30 ans, Kagame qui est un dictateur, que les grands Congo, les Congo de Kimpanvita, puissent imiter les petits Rwanda avec son dictateur Paul Kagame. L'UDPS est en train de réduire le Congo au rabais. Parce qu'on ne prend que les exemples des dictateurs au niveau de l'Afrique. Mais maître, si on change la Constitution également, cela voudrait-il dire que toutes les lois organiques qui organisent,
passez-moi cette petite tautologie, Oui, oui. qui organise le fonctionnement des institutions, toutes les lois également qui consacrent telle ou telle autre matière dans différents domaines que vous connaissez, tomberaient parce que ayant comme source la Constitution. Non, le problème, c'est lorsque la Constitution nouvelle aura supprimé les institutions pour lesquelles les lois organiques ont été créées, ça va directement tomber au caduc. Donc, il faut. Est-ce qu'avec on parlerait comme parti on parlerait de la désuétude parce qu'en ce moment-là, on ne saura pas appliquer la loi au vu du fait qu'elle n'entre plus avec le contexte de la société actuelle. Ok. Voyez maintenant, avec l'UDPS à la tête, la qualité de ces parlements que nous avons aujourd'hui, voyez-vous ces gens-là pondre des lois à la hauteur des lois que nous avons actuellement? Le problème, c'est que depuis qu'ils sont là, il y a combien de lois qui ont été élaborées allant dans le sens de l'intérêt du pays. On a des parlementaires qui ne sont là que pour dormir à l'Assemblée nationale et qui ne travaillent pas pour les comptes du peuple. C'est la preuve certaine. Alors aujourd'hui, lorsque vous allez faire les changements de la Constitution, vous voyez d'abord les sécurités juridiques qu'on va créer. Il y a certaines lois organiques qui sont prises sous le pied de la Constitution. Oui. Toutes les lois, en principe, les lois organiques. Alors, lorsque vous changez totalement la Constitution, qu'advient-il de ces lois-là? À supposer qu'on supprime certaines institutions. Ce sont là les risques. Oui. Et donc, vous voyez que si on prend toutes ces données, on les réunit ensemble, vous allez vous rendre compte qu'il y a une opportunité du changement de la Constitution. Êtes-vous pour la révision, par contre? Mais je pourrais être pour que si on était dans un contexte qui nous permet d'être pour. L'article 219 nous dit, dans le moment de crise sécuritaire où il y a l'état d'urgence, l'état de siège, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Et dans une partie du territoire, il y a l'état de siège. Alors, comment on va parler de la révision? On peut suspendre cet état, on peut lever cet état de siège-là aujourd'hui. Lever que pour faire les changements, que pour faire la révision. Qu'est-ce qui est important d'abord? C'est possible. C'est la vie des compatriotes ou c'est la révision de la Constitution? Et pourquoi ce n'était pas les projets de société de Tshisekedi lorsqu'il était venu en 2018? Parce que c'est que moi je ne comprends pas. Voilà, il pouvait avoir ça comme projet de société. On sait que c'est ça la vision qu'il a du pays. Donc après avoir analysé les échecs de Kabila, il aurait compris que si il échoue, c'est parce que c'est la Constitution. Exactement. Par conséquent, il vient avec un projet présenté aux Congolais. Voilà quand je serai au pouvoir si vous me lissez, puisque l'autre a échoué parce que la Constitution les bloque. Moi, je changerai cette Constitution pour... Et quel est ce Congolais qui allait les voter s'il ramenait ça comme programme? Et pourquoi avoir ramené ce débat qu'au deuxième mandat? Il y a des questions qu'on se pose. Il y avait le premier mandat pratiquement 5 ans. Pourquoi on ne parlait pas du changement de la Constitution? Déjà au départ, c'est parce qu'on sait qu'on est finissant et qu'on a échoué. Et qu'on ne saura pas supporter la vie après le pouvoir. Mais nous les rassurons que lorsque l'opposition aura le pouvoir dans ce pays, nous battons pour la démocratie. L'opposition aura le pouvoir quand? En 2028? Exactement. Nous nous battons pour la démocratie. Qu'est-ce qui fonde cette certitude? Mais parce que je suis en démocratie, je sais qu'il y aura élection. Et lors des élections, ce sera forcément quelqu'un de l'opposition qui prendrait le pouvoir. Mais parce que l'Union sacrée a échoué. Est-ce que les peuples congolais vont encore faire confiance aux gens qui ont échoué? Non. Donc le dauphin du président de la République ne sera pas élu. Il ne sera pas élu, il ne sera même pas voté à l'Union sacrée. Déjà qu'il n'est pas venu pas sortir les dauphins. Ils n'auront pas de dauphin. Oh, qui va accepter que Kamé soit dauphin? Par exemple. Si on n'accepte pas Kamé, qui va accepter que Baé soit dauphin? Ou Bemba? Entre eux, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Kabouya est là, quand même. Alors, qui va accepter? Même à l'UDPS, là, tous ces gens-là de l'UDPS ne vont pas vouloir qu'il soit le dauphin du chef de l'État. Donc déjà, au niveau de l'Union sacrée, on est sûr qu'on n'aura pas un dauphin. Donc le chef de l'État sera obligé de composer avec l'opposition. Oh. Bien sûr que oui. Alors quand nous aurons le pouvoir, il doit être assuré que nous ne sommes pas de ceux qui combattent contre leur propre lutte. Nous nous sommes battus pour la démocratie qui est non à ramener dans le pays. Nous nous battons pour les social qui n'ont pas parvenu à ramener dans le pays. Quand nous serons au pouvoir, ils seront protégés démocratiquement parlant. S'ils ont des infractions qu'ils avaient commises en état de la gestion, ils seront traqués parce que nous sommes dans la démocratie. Mais s'ils n'ont pas de problème, ils seront dans notre pays calmement, ils vont vaguer dans leurs occupations. Le problème, c'est cette traque-là. Non, mais c'est le respect de la loi. Ils ont dit que Kabila avait commis des infractions sur base de quoi il faudrait l'arrêter. Nous respectons la démocratie. Et si eux également ont violé la loi, ce n'est pas parce qu'on a été chef d'État qu'on est au-dessus de la loi. Lorsqu'on a été chef d'État, on demeure citoyen comme tout autre citoyen. Vous violez la loi, il y a toute une procédure qui est prévue pour vous, on vous arrête. Et donc pour nous, rassurez-vous, le chef de l'État peut calmement s'apaiser. En 2028, il va faire la remise-reprise. Il y aura une alternance démocratique. Il sera congolais comme tous les autres Congolais. Il va être là à vivre sa vie calmement. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Bien sûr que. Vous assurez ça?
Bien sûr que oui. Et comme Simba Koto, Non, tout ça, nous incursion à nous gauche, à battons pour droite. la démocratie et on ne va pas travailler contre la démocratie lorsqu'on va être appelé à gérer le pays. Merci beaucoup, Maître Enoch. Vous Je avez vous un en tout dernier mot? Exactement. Bon, j'ai un message à lancer à la jeunesse congolaise. On doit prendre conscience que demain, nous sommes appelés à gérer le pays. Et cette prise de conscience commence également par notre capacité à nous extraire de pratiques antidémocratiques, des pratiques incongrues qui ramènent les pays à ces stades. Cessez de chanter pour les politiciens qui détruisent ces pays, ceux qui détournent les fonds du pays, ceux qui sont en train de faire preuve d'incompétence dans la gestion. Préparons-nous à gérer le pays. Acceptons d'apprendre de l'incompétence des autres pour que demain, on puisse également apporter notre plus-value. J'appelle également la classe politique de notre pays à dépasser les velléités politiques. Parce que le Congo, ce n'est pas question de parti politique. Le Congo, c'est d'abord le peuple que nous sommes appelés à servir. On ne fait pas la politique parce qu'on veut être connu, on fait la politique parce qu'on sait qu'on est esclave de la population, on est serviteur du peuple. Alors, acceptons aussi, à un certain moment, sur base des questions qui gangrènent les pays, à dépasser les velléités politiciennes pour servir la nation. Également, j'appelle la classe politique, au-delà de tout, à pouvoir se liguer contre l'agression rwandaise, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter qu'une fraction de la population congolaise soit en insécurité, dès lors que nous nous battons pour la sécurité. Alors, ceux qui gouvernent les pays également doivent travailler pour les comptes du pays. Lorsque vous ne parvenez pas à remplir votre mission, démissionnez. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Il y a plusieurs compétences. Je crois que si nous travaillons ainsi, le pays va avancer. Merci beaucoup, Maître Enoch Manuka. Merci. J'espère très bien que les jeunes Congolais vous ont suivi, mais il y a un problème vers cette chute-là, au niveau de la démission. Voyez-vous ces gens-là démissionner? Et pourquoi il n'y a pas un autre mécanisme de contraindre ces gens-là à démissionner? On a fait une pétition contre Grace Coutinho, vous l'avez suivi. Oui, mais on a été contredit par le même jeune. Le problème du Congo, c'est que... Peut-être que vous ne leur avez pas expliqué on a expliqué à tout le monde. De votre pétition. Le problème, c'est que le Congolais travaille contre ses propres intérêts. Le même Congolais qui vous dit que le chef de l'État ne travaille pas bien, demain lorsqu'il verra le chef de l'État distribuer de l'argent, sera le premier à venir pour applaudir et dire que tout a changé. C'est comme ça que nous voulons à ce stade déjà qu'on ait une prise de conscience collective, qu'on comprenne que ceux qui gèrent le pays ne sont pas en réalité des gens qui nous imposent des choses, ce sont nos serviteurs. Et quand on saura que c'est nous qui avons le pouvoir, ceux qui gouvernent les pays ne pourront pas faire des abus. J'avais aussi suivi que les groupes de jeunes qui avaient initié cette pétition-là contre Grace Coutinho étaient soudoyés à gauche, non, à droite. c'est moi qui suis le président. Voilà pourquoi ça est là. Le président de ces groupes-là. Donc ceux qui ne se sont pas retrouvés dans cela, c'est comme ça qu'ils se sont mis à vous attaquer. Non. Moi, je suis le président de cette organisation. Puisque j'ai continué à critiquer Grace Coutinho, c'est une preuve qu'on n'a pas été soudoyé. Okay. Le problème, c'est que je ne vais pas être soudoyé aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce que je deviendrai? Grace Coutinho n'a rien à chercher en politique. Elle est issue d'une famille, son père est déjà Coutinho. Nous sortons des familles où il n'y a pas de griffes. On veut apprendre en politique pour servir le pays. Grace Coutinho n'est pas venue parce qu'elle veut servir les jeunes. Pour preuve, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Et donc, c'est ça tout le problème de notre pays. On donne l'opportunité à l'incompétence. Mais bien sûr. Attendez. Donc, l'incompétence a une opportunité. Bien sûr que oui. Je vous prends un exemple. Lorsque vous voyez des jeunes bien réfléchir, cohérence, très intelligents, avez-vous déjà vu, ne serait-ce qu'un acteur politique l'appeler, essayer un peu de lui remettre quelque chose? Non. Mais lorsque vous verrez, par exemple, une compatriote commettre une faute à la télé ou être en difficulté de s'exprimer en français, tout le monde va s'apitoyer sur son sort, lui remettre de l'argent, l'aider à avancer. La formation. Voilà. Et c'est lui qui est déjà avancé, qui a un niveau. On les combat. C'est ça le paradoxe du Congo. Combattre la compétence pour servir l'incompétence. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne peut qu'avoir des incompétents qui gèrent le pays. Lesquels? Mais Grace Coutinho, c'est d'abord l'exemple parfait. La première incompétence, la deuxième? Non, mais l'incompétence, c'est d'abord au sommet de l'État et les autres ne sont que la suite. Maître Enoch Manuka, c'est un très bon moment de télé qu'on a passé. Je vous en prie. Merci surtout pour l'opportunité. Merci, je vous en prie aussi. On vous reprend quand? Je suis là. Je pense que CML 13, c'est une maison, c'est les temples de la démocratie. De temps en temps, exactement, nous reviendrons pour parler de la République. Je crois que je salue également le DG de cette chaîne qui il vous suit depuis qui est également victime de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que beaucoup de force à lui.
Il est candidat en 2028 comme chef de Exactement, l'État. candidat président de la République. Nous Oui, osons je pense croire que c'est que en 2028, on aura un débat entre le candidat président de la République. Ça, c'est une évidence. Exactement. En 2028, vous êtes candidat président de la République. Ramenez-nous le débat. Messieurs, préparez-vous à un débat contradictoire. Exactement. Oui. Sinon, préparez-vous à un débat sur les questions de l'État, un débat sur votre projet de société. On risquerait d'avoir encore des grâces Coutinho des mains. C'est ça la crainte. Donc, il faut que les gens qui prétendent à la gestion puissent être à même de pouvoir nous présenter. Défendre d'abord leur programme Exactement. sur le plan théorique avant la mise en pratique. Il faut que ceux qui sont mieux que nous dirigent. On ne peut pas être dirigé par des gens qui viennent apprendre de nous. Il faut que les plus compétents de nous alors que le président lui-même il draine derrière lui des milliers de conseillers. Voilà. Mais là, nous, on doit jouer les rôles de ces conseillers-là. Qui sont payés à la fin de chaque année. Rendez-vous en 2028. Rendez-vous en 2028. Merci beaucoup, maître Enoch Manoka, d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. CML chez vous, à la prochaine occasion et avec la même énergie.